Puis vous asseoir. Alors, Notre prochain témoin. quelqu'un s'est ajouté, je pense, au niveau d'identification Oui, pour c'est le vrai, PV. pardon. Bonjour, Monsieur le commissaire Alexandre Thibault pour la commission. Parfait. Alors, on va vous assermenter, monsieur. Bienvenue. Bienvenue à la commission. Bonjour. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité? Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom et occupation. Vincent Poirier, architecte logiciel au ministère de la Sécurité publique. Merci. Alors, bonjour, Monsieur Poirier. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Et c'est surtout d'avoir attendu. Là. On a pris Aussi. du retard dans les audiences, donc merci de votre patience. Merci. J'aimerais qu'on exhibe le CV de Monsieur Poirier Il est déposé sous... et on est rendu à 100... Non, il est déjà déposé. Il est déjà... non, oui, c'est vrai. non, j'avais pas juste celui-là. Pelletier, la pierre, les prix. C'est moi qui est trop vite. Alors, On est rendu à 108 ou 109? 110, ce sera 29 P 110. Parfait. Pour commencer à formation professionnelle, là. Éviter l'adresse, si, je ne sais pas si elle est caviardée. Hein. peut-être juste commencer. Il est capable de décrire son Oui, parcours. tout à fait. Puis, On peut commencer. Il va Donc, n'a pas vraiment besoin de support. vous avez raison. Donc, pouvez-vous exposer votre parcours académique, s'il vous plaît, M. Poirier, à M. le commissaire? Ben, je vais commencer, outre les études, je vais y aller, je ne vais pas tarder à mon baccalauréat en informatique que j'ai fait à l'Université du Québec à Rimouski, que j'ai terminé en 2007. J'ai fait des études, après ça, temporaires très légères au HEC, seulement pour approfondir mes connaissances en communication et marketing. Les informaticiens ont des faiblesses en communication, donc on travaille. J'ai travaillé à améliorer le tout, on va dire ça comme ça. Parfait. Et pouvez-vous nous exposer votre parcours professionnel, s'il vous plaît? Oui, je peux commencer lorsque j'ai fait mes premiers stages, mes premiers stages d'informatique. Quand j'étais à l'université, je travaillais pour... outre mon travail étudiant de l'époque, je faisais aussi la technique informatique dans une entreprise qui s'appelle Uniboard à Canada, à Sébec, dans la vallée de la Matapédia, qui est une entreprise qui fonctionne avec SAP. Ensuite, j'ai été en consultation pour DMR, où j'ai fait plusieurs projets, dont un projet de modernisation de la société de la CSST, D'accord. qui était l'implantation d'un logiciel de grande envergure. J'ai fait plusieurs petits ministères, dont la SAAC, qui était un des ministères que j'ai fait où j'ai travaillé de façon très modeste dans l'Indem. J'étais encore tout jeune. Avant d'aller par la suite, 3 ans plus tard, à Revenu Québec. À Revenu Québec, j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance qualité, l'agilité, les normes de développement dans la direction du soutien au développement pendant plusieurs années. Les 2 dernières années ou la dernière année, j'ai travaillé comme architecte, donc directeur à l'architecture, dans la direction d'architecture, où là, on faisait le découpement on appliquait, en fin de compte, ce qu'on faisait aussi au développement. Comment faire un logiciel de qualité, comment découper un logiciel, comment s'assurer qu'il soit bien livré. Donc, ma tâche, c'était vraiment d'orchestrer des petits projets modestes quand même, mais du début de sa solution jusqu'à sa livraison, avec une satisfaction du client. Ceci touché à sa fin, on me disait que j'étais bon. Parfait, je suis bon, ça a l'air que j'avais des capacités de communication qui tenaient la route, on va dire ça comme ça. Donc, on m'a suggéré, tu pourrais faire le saut en gestion, commencer première tes armes, va donc dans un bureau de projet. Donc, j'ai fait le pas, on va dire. J'étais allé au bureau de projet du patrimoine, donc à la SAC.
Il y avait 2 bureaux de projet, donc j'étais dans un des petits bureaux. J'ai fait une petite escale de quelques semaines dans le bureau du programme CASA, où je faisais des connaissances, comme j'avais beaucoup de connaissances sur l'agilité, puis les outils en agilité. C'est bon, tu peux nous aider avec les outils. Je voyais qu'il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas. J'ai vu un poste à la vérification sous Daniel Pelletier. On est quand, à peu près, quand vous voyez ce poste-là? Là? On parle de mai 2021. Je suis rentré en poste en juin 2021 environ. Donc là, on parle des années qui défilent. Oui. On parle de plusieurs années. Juin 2021, j'étais avec Daniel Pelletier. Je passe une entrevue avec lui. J'y soumets certaines des choses. Tu sais, on s'entend, j'ai un bagage informatique important dans la solution, dans le découpage. Je voyais Daniel, je disais, j'ai peut-être des soucis, je connais pas la vérification, mais en informatique, il me semble qu'il y a peut-être des enjeux dans le découpage, dans le contenu. J'avais un beau sourire en coin quand il m'a vu. Je savais pas que les rapports qu'il avait déjà rédigés étaient là, étaient déjà en train de se faire. Donc, je disais, en fin de compte, ce que je suspectais, c'est ce qu'il venait d'écrire. Fait qu'il m'a répondu. Sans les avoir vus. Sans les avoir vus. Fait qu'il m'a dit, très bien, je te dirais bien, lundi, tu viens en poste, mais on va gérer ton arrivée. Qu'est-ce que tu en dis? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à la vérif. On va juste mettre quelques années peut-être Oui, là-dessus, oui, bien qu'on ça a aiderait. le Qu'on l'a curriculum toujours pas à l'écran. vitae. Non, c'est ça. Ça aiderait, je vous dirais, les années. Oui, on va y aller. Donc, moi, je l'ai ici. Donc, chez DMR, vous avez été là de mai 2007 à août 2010, Oui. c'est bien ça? Aussitôt après avoir eu mon diplôme universitaire, j'ai été travailler pour DMR pendant près de 3 ans. Puis là, vous travailliez des bureaux DMR, vous étiez détaché chez leurs différents clients pour contribuer au projet? Ben nous, on avait une définition, on nous appelait les mercenaires. C'est pas compliqué. Je me promenais de ministère en ministère pour aider différents projets. Je vois que mon CV est apparu et disparu. Ah, il est là. Ah, OK. Il est là. Parfait. Oui, fait que ça, c'est mes formations. Parfait. Oui, fait que je suis allé avec jusqu'en 2010. En Parfait. 2010, je suis arrivé à Revenu Québec, où j'ai resté près de 7 ans. J'ai continué à détailler mon CV comme je le faisais à l'époque, c'est-à-dire citer toutes les explications et le contenu qu'on fait. Oui. Donc, là, je vois, c'est encore affiché mes formations. Formation en réalisation agile et tout. Ensuite, vous êtes devenu analyste informatique à Revenu Québec de 2010 à 2016. Oui, en 2010, je suis rentré à Revenu Québec, comme je disais, au soutien au développement. Parfait. Donc, l'idée, c'était simple, puis là, je les ai déjà énoncées. Ça, c'est mes époques de consultant, ce que je vois ici, là. Administrateur.net, administrateur SharePoint, configurateur au projet de la CSST que je vous parlais pendant 9 mois sur le projet de la modernisation. J'ai travaillé au ministère des Familles, puis aussi à la RRQ pendant quelques mois pour faire les mises à jour du framework cœur de leur infrastructure. Parfait. Analyste informatique à Revenu Québec. Oui. Je vois que vous avez... On peut remonter. Si on peut monter, s'il vous plaît. On remonte. Là, on est 3 en haut. Descendez. Analyste... Non, c'est l'autre analyste informatique en août 2010. Donc, de 2010 à 2016, où j'étais à la direction du soutien au développement. C'est ça. Où vous avez eu des fonctions, notamment dans des projets en mode agile. Oui, on faisait, puis là, ben, c'est bien écrit, là, je faisais de l'accompagnement, j'étais formateur en gestion de projet agile, donc comment on découpe un projet, ce qui est différent de la gestion de projet traditionnelle, donc c'est plus au niveau du terrain. J'accompagnais les gens dans les méthodologies de travail Scrum aussi, donc comment on gère, comment on s'organise, comment on se structure, comment on s'améliore aussi, parce que le principal point pour qu'il y ait une valeur dans ces techniques-là,
c'était justement les techniques et puis l'ingénierie en amélioration continue puis en qualité. OK. Donc ça a été mes principales étapes. Parfait. Puis là, vous arrivez en revenu. Après ça, vous devenez conseiller en architecture informatique, toujours à Revenu Toujours Québec. à Revenu Québec. En fait, Montez c'était juste un petit peu, Madame la greffière adjointe. la prochaine étape. L'autre, en haut, en haut. Non, non. Voilà, c'est en ordre. En haut encore. Je vais éviter. S'il vous plaît, encore. J'ai même l'autre vu le page. CPE. Ouais, ben, Ouais. j'étais administrateur de CPE et président du CEPCA du CPE. On monte. Voilà. Ah non, pourquoi on est... Voilà. Non plus. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. C'est juste en bas de président du CA, là. Ouais, Je juste vous un donne petit peu en numéro bas. de page, peut-être, monsieur Maître Thibault. Faire un clin d'œil, j'ai 35 ans d'expérience super. professionnelle. Mon CV n'est pas aussi rempli que le vôtre. Ben, j'ai beaucoup travaillé Voilà, comme, voilà. Tout à fait. sur le mode intervention. Donc, conseiller en architecture d'informatique de 2016 à 2018. Oui, c'est à Parfait. ce moment-là où, en fin de compte, tout ce que j'enseignais Ouais. pendant ces 2 années-là, c'est beau la théorie, mais il faut l'appliquer. Donc, pendant ces 2 années-là, j'ai fait d'innombrables petits projets à Revenu Québec dans les méthodes agiles afin de soutenir, confirmer les connaissances puis monter les gens en expérience. Donc, comme on voit, la révision du code, puis réviser la qualité, augmenter l'expertise des gens. Et c'est ensuite que vous faites votre entrée à la SAQ, à la société. Oui. D'abord, ben, c'est pas vrai, vous avez... Oui. Oh oui. oui. Après ça, j'ai quitté en octobre C'est 2018 ça. pour aller... Ah oui, bon, donc voilà. Je vais épurer mon CV en enlevant les tâches connexes. Mais de 2018 à 2021, vous êtes analyste informatique et Oui. c'est dans ce poste-là que vous avez travaillé au bureau de projet du patrimoine. Oui, au bureau de projet du patrimoine, durant ces années-là, j'étais conseiller en agilité, conseiller organisationnel en agilité. Et quelques semaines, vous avez mentionné 3 mois, je Oui, crois, si je ne environ m'abuse. 3 mois, en fin de compte, là-dedans, où j'ai accompagné le bureau de projet du patrimoine. Puis c'est ensuite que vous êtes allé pour 3 ans à la DVIEP. 3 ans à la DVIEP pour faire la vérification. Il y avait beaucoup de tâches connexes, mais aussi tout ce qui était informatique. Parfait. On se rappelle que Martin Lapierre avait quitté pendant un court instant. Il y avait un déficit d'expertise TI. J'entends que je suis beaucoup TI. Oui. Ouais. Ben là, on avait besoin de quelqu'un pour bien interpréter le TI à la vérif. J'étais ce qu'il fallait, ce qu'il recherchait. Puis l'objectif, c'est simple, c'était approfondir les contenus, ouvrir le hood, comme je m'amusais à dire avec Daniel, mais aussi servir de passerelle avec les vérificateurs du VG pour, on va dire même servir d'interprète pour les TI qui ne comprenaient pas nécessairement les travaux qui étaient demandés par les vérificateurs. Parfait. On va juste reprendre ça lentement. Merci. Je vais y aller question par question, puis on va avancer ensemble comme ça, si vous le permettez. Très Donc, bien. on va revenir au bureau du patrimoine. Donc, c'est quoi le projet qui est géré par le bureau de programme du patrimoine, là, à l'époque où vous y êtes, entre 2018 et 2021? Bon, le patrimoine, je gérais essentiellement tout ce qui était en périphérie de CASA, qui était exclu de la portée du CASA. Donc, qui dit patrimoine dit ancien système. Donc, le but, c'était de maintenir en vie les vieux systèmes, mettre en place les bornes Wi-Fi. Donc, on était sur l'infrastructure, la pérennité des vieux environnements, des structures. Et l'avenir, c'était un autre bureau de programme qui l'avait. Parfait. Et donc, votre rôle à vous au sein du bureau de programme du patrimoine, c'était quoi? Il était très limité. On nous avait resegmenté dans un service un peu plus bas, dans une équipe qui était l'équipe à l'agilité, donc le service de soutien à l'agilité. C'était dans cette équipe-là que j'étais. Les tâches étaient assez, on va dire, connexes. Le but, c'était d'expliquer l'agilité, expliquer les éléments de ce qu'est l'agilité,
faire de la vente sur l'agilité, expliquer à quel point on peut être un bon gestionnaire. Ce que je viens de vous dire là, c'est de la vente. Mon CV, c'est pas ça qu'il vient de dire, justement. Mon expérience, c'est pas ça qu'elle vient de dire. C'était quelqu'un de qualité. Fait que j'essayais justement d'intégrer de nouvelles valeurs, de l'ingénierie, de la qualité, tout ça, mais finalement, je me considérais plus comme un animateur de foule. Donc, ça, c'était votre travail. On n'a plus besoin du CV, Mme la greffière adjointe, c'est gentil. Et donc, au moment de votre passage au bureau de programme du patrimoine entre 2018 et 2021, là, quels sont les constats que vous faites? Les constats, ils étaient quand même minimes. On voyait certaines petites choses. Parce que comme on faisait de l'animation de foule, je vais vraiment prendre ce terme-là, c'était quelque chose qui me peinait. On avait à essayer de motiver les troupes, faire les processus d'amélioration continue. Qu'est-ce qui ne marche pas dans vos tâches? C'est là qu'on était capable, exemple, de retirer de l'information de certains individus où on entendait « ça ne marchera pas, je suis brûlé, les méthodes ne marchent pas, on est mal structuré ». Donc, rien de concret encore, mais une petite voix dans l'oreille qui dit « oh, mais tout ça, c'est des problèmes normatifs, des contrôles, de la qualité. Pourquoi on n'attaque pas ça? » Puis là, je voyais que j'avais aucune marge de manœuvre pour pouvoir travailler là-dedans, en fait. Mais là, vous parlez de l'équipe du bureau de programme du patrimoine? Toujours le bureau de projet du patrimoine. Parfait. Et donc, pourquoi vous avez quitté le bureau de programme du patrimoine? On va y aller très simplement. J'avais pas de marge de manœuvre. Le programme CASA prenait beaucoup de place. Ben, OK, si le pouvoir, puis les connaissances, puis l'influence est là, je vais peut-être réussir à faire changer quelque chose là à ce niveau-là, par exemple. Donc, c'est une des rares communications que j'ai eues avec M. Sylvain Cloutier. Puis là, j'ai demandé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec l'équipe. Je fais de la vente, je suis pas un gars de vente. Il y avait des problèmes, des soucis. Il était rendu dans Azure DevOps pour faire la... Juste, M. Poirier, Oui. vous, c'est très, très clair dans votre tête, là, mais Oui, on va pour nous découper, là, autres, parce que mais ça me moi, fait je sais que plaisir. vous êtes rendu ailleurs, là, mais pas M. le commissaire. Très bien. Donc, vous quittez... Amenez-moi. Oui, Ça, vous c'est quittez... parfait. C'est ça. Vous quittez le bureau du patrimoine parce que vous sentez que le pouvoir de changer les choses en matière informatique à la SAQ ne sont pas là. Ils sont Exact. dans le bureau du nouveau projet, Oui, qui est le projet CASA. Le patrimoine, on le dit dans le mot, le patrimoine, c'est le vieux contenu, c'est les événements patrimoniaux qu'on change, c'est pas la modernisation. Bien, le pouvoir, les influences, les discussions, Il est là. c'est dans la modernisation. OK. Et donc, là, vous allez au bureau de programme et le responsable du bureau du programme CASA SAQ Clic, c'est M. Sylvain Cloutier. Oui, on est en janvier 2021, à cette époque-là. J'ai fait plusieurs années d'animation. Je me suis trouvé... Bien là, Patient. on est en 2021, là, quand Oui. vous arrivez au bureau de programme SAQ Clic. Oui. Quelles sont vos responsabilités? Là, mes responsabilités, c'était d'accompagner ou d'extraire les données de Azure DevOps. La réponse était très claire, je l'ai eu, Sylvain Cloutier. Tu questionnes pas le contenu, tu questionnes pas l'architecture, tu questionnes pas notre solution. Ne touche pas à ça. Tu fais ce que je te demande. Tu connais la plateforme, tu connais les outils. Extrais-moi les données que je veux et que mon équipe veut. C'est tout. C'est parfait. C'est quoi l'environnement Azure DevOps? L'idée, c'est qu'on va revenir à la base un petit peu avant. Les gens travaillaient dans les GPE, chargeaient leurs heures là. Après certains constats, ils ont décidé de devenir un peu plus agile et intégrer un nouvel outil. C'est Azure DevOps. Azure DevOps, c'est un outil qui sert à plein de choses pour la gestion de projet en informatique. Je vais essayer de vous le simplifier parce que ça fait des tonnes de choses. Essentiellement, il a été utilisé pour faire une gestion de projet agile en projet informatique. J'ai ça dans mon CV depuis plusieurs années. Donc, j'ai été les accompagner sur comment on est capable de manipuler ou plutôt d'extraire les données pour les soumettre à leur demande selon l'information qu'ils avaient besoin.
C'est des données de quel type? Ben c'est ce qu'on entendait, les RICEF. Comment il y a de RICEF, retirer la liste des RICEF pour un cycle, une période de temps, les itérations. C'est quoi la valeur de ces RICEF-là? Quel est le pourcentage d'avancement sur ces RICEF-là? Donc, j'extrayais les données à la date qu'ils me le posaient, dans le format qu'ils me le demandaient Excel, pour qu'eux autres puissent après ça produire leur rapport, le contenu, les joints, la gestion avec les chiffres, puis tout ça, le monétaire. Je ne touchais pas à ça, à ce niveau-là. Fait que c'était très, très, très segmenté. Fait que vous alliez chercher l'information dans l'outil de gestion de projet Oui. pour permettre aux dirigeants du programme de préparer là, toutes sortes de rapports, dont j'imagine la reddition de comptes là, qui circulait dans la société. Ben, en fait, ce moment-là, je vais vous dire fort probablement, moi, je ne le savais pas. Mais plus tard, à vérification, je peux vous dire que oui. Oui. OK. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Vous ne savez pas que ça servait à ça. Et donc, je comprends qu'on vous confine une tâche très précise qui est l'extraction de données, mais vous avez des collègues de travail qui appartiennent là, à d'autres tâches du projet CASA. Donc, quels sont les constats que vous faites lors de votre passage au bureau de projet CASA SAQ-CLIC à propos du déroulement du projet? Puis là, on est en 2021, là, au début de l'année Là, on 2021. est au début 2021, donc j'assiste à quelques rares rencontres parce que on s'entend, je suis le gars d'outils, fait que je peux pas avoir toute l'information. Mais au moins, j'avais des questions sur comment on gère nos RICEF. Je voyais les reworks s'allonger, des structures comme ça. Puis je voyais beaucoup de ressources qui disaient mais ça marche pas, on est rendu au 6e fois qu'on étire ce RICEF-là, cet élément-là. Comment je fais pour le rendre disponible? J'arriverai pas à l'intégrer. Des éléments qui devraient normalement être des systèmes d'alarme, on sait qu'il va y avoir une augmentation de coûts, de délai, mais je n'étais pas dans ce moment-là. Mais c'est un élément de plus qui vient se rajouter à on va dire, derrière la tête. OK, encore un RICEF, encore quelque chose qui donc une faiblesse de plus en gestion de projet, puis en qualité surtout. Parce que je fais focus qualité informatique. Un RICEF, c'est quoi? Un RICEF, c'est la nomenclature de SAP pour cartographier, puis je vais prendre le terme, composant informatique de la solution. Fait que c'est nommé RICEF étant chacun des composants. R, c'est pour... On peut, si Mme Lagraffière est en mesure de le faire, là, on a une petite aide visuelle là, pour nous aider. Je vais attendre. Oui, ça sera pas long. Mais sinon, vous le direz, puis les gens pourront le lire après, là. Très bien. Mais je pense qu'on est prêt Exact. d'une Fait que diffusion. pour faire un projet, on a besoin de différentes composantes. R pour les reports. Il s'agit simplement de rapports présentables. I, c'est un composant technique qui s'appelle l'interface. C'est, on va dire en dessous du hood, ça permet de gérer les échanges entre différents systèmes, des plateformes et des sources d'information. C, c'est pour la conversion, mais c'est pas plutôt la configuration. C'est tous les éléments de configuration à ajouter sur le système, sur la plateforme. Donc là, c'est pas dénaturer l'outil, c'est le compléter. L'outil le fait, mais on le modifie un petit peu. C'est pas dans le E qu'on fait ça, dans Enhancement? Le E, c'est l'amélioration. C'est un complément de plus, c'est une surcouche. C'est-à-dire, là, le système ne le fait pas, n'existe pas. Il faut créer quelque chose pour ajouter un nouveau comportement qui n'existe pas du tout dans la plateforme. Donc, pour ainsi dire, c'est un bout de code qu'on rajoute dans le système pour ajouter des éléments. F, c'est pour les formulaires, donc tout ce qui est écran, tout ce qui est écran de saisie, écran de consultation. Puis le dernier, c'est W, c'est les workflows, donc c'est les processus qui vont cheminer dans l'outil. OK, parfait. Puis quand vous avez dit, ça fait plusieurs fois qu'on essaie qu'on revient sur le RICEF, là, pour reprendre votre expression, c'est quoi le terme que vous allez utiliser pour parler de ce genre de travail-là, ou peut-être on va retrouver même dans la reddition de compte? Bien, le terme qui est employé, c'était toujours rework. Rework. En agilité, le terme utilisé, ce serait plus aberration. En agilité, le terme... En agilité, parce que le projet est censé être agile.
Le rework, parce que c'est de rework qu'on parle, c'est qu'en agilité, l'objectif même, c'est d'avoir une qualité d'un projet, de le livrer une seule fois, puis dire « il est terminé ». On appelle ça le concept de « done », c'est-à-dire on le fait, il est terminé, on passe à autre chose. L'objectif, c'est qu'on a l'image de « je veux toujours du rouge, tant que c'est pas à la satisfaction du client, c'est vert ». Puis il y a tellement de petites affaires qu'on a toujours des petits succès. Donc, le rework, c'était quelque chose d'un peu... Mais est-ce que je comprends qu'un bizarre. rework, là, c'est je dois livrer un RICEF, hein? Je dois livrer une un RICEF. personnalisation ou en Exact. tout cas l'installation d'une unité de développement de mon système, mais ça ne marche pas. Fait que je reviens dessus, je le retravaille jusqu'à temps que ça fonctionne. Oui. Mais là, Parfait. on est plus dans la vérification. Là, moi, présentement, je suis... Non, moi, je suis juste dans les mots que vous avez utilisés, les définir pour que les gens c'est nous bon. suivent. OK. Fait que là, quand j'étais à l'agilité... Oui. Non, mais c'est beau, j'ai la réponse à ma question. On va avancer tranquillement. OK. Suivez-moi. Je C'est comprends bon, que c'est c'est pas un environnement habituel, là, puis il y a une couche de stress d'être devant le commissaire. Mais suivez-moi, je vais nous amener à bon port. Le but, c'est pas de limiter vos réponses, mais c'est juste de permettre au commissaire de vous suivre. Très bien. Donc, vous êtes dans le bureau et de programme de CASA SAQ Clic. Puis ce que vous entendez de vos collègues, c'est difficile, ça fait plusieurs fois qu'on revient sur un RICEF. Puis on a parlé que ça, c'était des rework. Oui. Très bien. Vous décidez donc, il y a un poste qui s'ouvre à la DVIEP, c'est Oui. ça? Et vous décidez d'appliquer. Oui. Parfait. La raison était simple. Qu'est-ce que fait une VI? Elle s'assure de vérifier l'état des lieux, être transparent, faire des constats, s'assurer que les règles sont respectées. Ben, les normes de qualité, les normes de développement, c'en est aussi. Donc, les normes d'assurance qualité en TI aussi. Donc, c'était naturel, moi qui voulais travailler dans la qualité, qui voyais des enjeux, puis que je voyais que j'avais pas la marge de manœuvre, bien, c'était un endroit pour aider la société, en fait. Parfait. Et donc là, vous passez une entrevue avec M. Pelletier, vous intégrez l'équipe. Donc, quand vous êtes à la DVIEP, là, qui sont vos collègues de travail, la DVIEP, avec lesquels vous interagissez le plus? Dans le cas du projet SAAC, mes principaux intervenants, c'était bien sûr Daniel Pelletier, qui était mon directeur, Martin Després, qui était là depuis de nombreuses années. Et ben, il nous a quittés que très brièvement, fait que je l'ai connu très rapidement par la suite, c'était Martin Lapierre. C'était notre équipe qui travaillait sur CASA. Chacun avait sa propre spécialité, sa propre valeur ajoutée. OK, parfait. Et donc, vous intégrez l'équipe. Vous, dans la progression des audits qui sont faits là, par le comité, la direction du projet, c'est quoi votre rôle spécifique à vous? C'est quoi vos habiletés? Bien, je peux parler des forces de mes deux collègues. Puis, en fin de compte, je complétais leurs deux forces. Martin Després a de grandes connaissances en gestion de projet. Mais en informatique, et surtout avec les nouveaux termes, l'agilité. Tu peux pas comprendre le TI avec les concepts, les nouveaux concepts qu'on arrive, ça se fait pas comme la gestion de projet que tu connais. Donc, je venais bonifier le tout. Lapierre n'était pas encore revenu, mais Lapierre, c'est aussi un CPA avant tout, avant d'être un informaticien. En informatique, on s'amuse à dire qu'on est des drôles de bébites. Bien, Martin Lapierre, avant tout, c'est un comptable. On a notre propre langage à nous. Donc, récupérer l'information sur le terrain, que les gens parlent, qu'on ait l'information précise, puis être capable de tout fouiller, même si on n'a pas toutes les possibilités, bien, il en manquait un peu. Puis le dernier point, c'est, comme j'ai une expérience en développement dans des gros projets, j'ai vu de la configuration, j'ai vu de l'assurance qualité, bien, j'ai aidé aussi à aiguiller, à l'exception de tout ce qui est gestion de projet, les chiffres, les contrats, mais la solution en elle-même, où doit-on focusser? Où sont les
les endroits où on doit s'attarder dans la solution. C'est moi qui les accompagnais là-dedans. Mais si je vous dis, M. Poirier, qu'on vous a décrit comme celui qui était capable d'ouvrir le hood du char, Oui. d'aller voir dans la solution comment ça se passait, est-ce que vous trouvez que c'est... vous êtes d'accord avec cette description-là? C'est une bonne description. C'est Parfait. une bonne description. Il y a plusieurs manières de le faire. Puis c'est là qu'on allait me chercher. Bon, bien, parfait. Et donc, quand vous aviez à auditer la solution, comment le faisiez-vous, là? Vous étiez plus sur le terrain, si je comprends bien? Oui. Et donc, vous assistiez à quoi ou vous analysiez quoi? On va commencer par la base. La première des choses que je faisais, ou qu'on avait comme un devoir quand même de vigie, c'est qu'hebdomadairement, il y avait des rencontres de suivi statutaires avec la haute gestion, la direction du projet. C'était des rencontres, je vais prendre le terme léger. On entendait souvent, c'est « ça va bien » ou on va arriver, on est confiant d'arriver à nos cibles, des choses comme ça. Mais on réussissait à avoir certains mots-clés ou certaines informations du style « on a peut-être un problème avec les imprimantes ». Ah, il y a un mot « imprimante ». On ne rentrera pas tout de suite. On n'entrera pas dans le sujet. Donc, vous assistiez aux rencontres de suivi hebdomadaire. Oui. Quelle est l'autre chose que vous faisiez pour auditer? La seconde chose, c'est on vérifiait tout ce qui sortait du bureau de projet. Tous les toute la documentation sur l'état de projet qui montait au CA, tous les documents officiels étaient revalidés par notre équipe. Puis je dis moi, mais je dis bien l'équipe. L'idée, c'est que chacun a son volet d'expertise. Mais vous, particulièrement, lorsque vous validiez un document de reddition de compte, c'était quoi votre rôle à vous? La reddition de compte, ce qu'elle contenait, c'était essentiellement des RICEF. Les RICEF étaient contenus dans Azure DevOps. C'était qu'il y avait des éléments à ce niveau-là. Bien, c'est sûr que, connaissant la plateforme depuis des années, c'est moi qui analysais les données, qui récupérais dans le système. Mais je les récupérais aussi une semaine avant la production de rapport, quelques jours avant la production de rapport, à la production du rapport, on avait généralement le même chiffre que du rapport, et 2 jours ou 3 jours après la production du rapport. Parfait. Donc, on faisait une vigie, puis aussi une surveillance de ce qui se passait dans le projet, pour l'évolution de ces éléments-là dans Azure DevOps. OK, parfait. Et les réunions de suivi de projet hebdomadaire, est-ce que c'était les seules rencontres auxquelles vous assistiez? Je vais dire principalement. C'était ceux-là qu'on était autorisés, qu'on voyait. Puis s'il y avait des événements ou d'autres rencontres, de mémoire, on a réussi à en assister, mais c'était pas... fallait se battre pour y assister. Fait que j'ai pas de mémoire en soi que ça m'a été si marquant que ça. OK. Mais les rencontres de suivi, donc ça, vous y assistiez sans problème? Mais vous dites, il y a d'autres rencontres auxquelles il fallait se battre pour assister. À quoi vous faites référence? À ce niveau-là, on fait partie des rencontres de sécurité. Par exemple, il y avait des rencontres de sécurité, des rencontres de progression, des rencontres sur des enjeux technologiques où ils n'arrivaient pas à résoudre des systèmes. Je mentionnais, exemple, la notion de l'imprimante tout à l'heure. Oui. Ces rencontres-là, on demandait d'y assister. On se faisait dire que c'est... Ah, ben oui, c'est vrai, on a une rencontre. C'est tout normal que vous ayez rencontre. Jamais qu'on oserait vous bloquer à cette rencontre-là. La rencontre était annulée. Donc, on n'assistait pas à la rencontre. Pour continuer un peu plus l'information, généralement, ce qui arrivait, c'est qu'une nouvelle rencontre se préparait. Généralement, l'après-midi, c'est une réorientation. Et malheureusement, on oubliait d'inviter la vérification interne pratiquement à chaque fois. Okay. Mais c'était un oubli, on va dire, fréquent. Ensuite, donc ça, c'est assister aux rencontres. Je comprends que les rencontres hebdomadaires, vous y avez accès facilement. Il y a d'autres rencontres où vous avez plus l'impression qu'on joue au chat et à la souris avec vous là, pour assurer votre participation. Ensuite, vous dites que vous allez chercher les données dans l'environnement de développement par rapport au RICEF. Je comprends que vous avez juste connu une reddition de compte en fonction des RICEF dans le cadre de vos fonctions à la direction de la vérification interne. Oui, techniquement, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait
un nombre défini il me semble que c'est de mémoire, parce que c'était 1300 quelques RICEF. OK. On voyait les RICEF, puis moi, j'ai connu rien d'autre. Parfait. Donc vous, un de vos responsabilités, c'était d'aller voir si les RASF qu'on disait réaliser là, ou à réaliser dans la reddition de compte étaient justes. Exact. OK. Et donc, pour ça, vous deviez aller dans l'environnement Azure DevOps, c'est ça? Bon. Est-ce que ça a été... quand avez-vous eu accès à l'environnement Azure DevOps? L'environnement Azure DevOps n'a pas posé un grand problème. C'était plus... On a eu des problèmes sur d'autres accès, mais Azure DevOps, je tiens à rappeler, je travaillais dans le bureau de programme. Donc, vous aviez déjà un Donc, accès. j'avais déjà accès. J'étais une ressource qui les avait aidés. Ils n'avaient pas trouvé de ressources, fait qu'ils n'ont pas osé me retirer ces accès-là. OK, J'ai eu d'autres problèmes avec Azure DevOps plus tard quand ils ont créé la livraison 2.5. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. Non, pas tout de suite. Merci. Parfait. On va y aller dans l'ordre. Donc, si on prend les RASF et la reddition de compte. Donc, Oui. pour un gestionnaire de projet informatique, Oui. est-ce que le RASF est une unité de mesure utile pour suivre l'avancement d'un projet? Pour un informaticien, puis c'est là qu'on va porter les nuances, moi, en tant qu'informaticien, le RICEF, c'est quelque chose d'intéressant. C'est mon bac à sable. C'est mes composants que j'ai à développer. C'est mes composants que je dois lier. Donc, pour moi, ça a une valeur. C'est ma stratégie de comment je livre un besoin au client. OK. Par contre, C'est ça pour si un- on monte d'un niveau, on tombe au bureau de projet, à la gestion de projet, à soumettre l'état d'avancement à un client ou à des parties prenantes, ce n'est pas des besoins d'affaires. Donc, techniquement, ça n'a pas la valeur de dire qu'est-ce que je te livre. La bonne réponse aurait dû être les besoins d'affaires. OK, bon, on va y aller. Donc, Très bien. pour la gouvernance, pour des dirigeants d'une organisation, d'une entreprise, là, pourquoi donc le RASF n'est pas la bonne façon de suivre, en fait, n'est pas assez parlant pour suivre l'évolution d'un projet? Parce que le RICEF, c'est une stratégie de travail ou de conception pour des architectes. Donc, ça dit, nous, ce qu'on a à faire pour répondre à un besoin. Donc, c'est moi qui découpe ma solution, qui crée des blocs, en fin de compte, des blocs de construction. Mais ça ne dit pas de quoi va avoir l'air la maison. Ça dit, monsieur le commissaire, votre maison va avoir 1200 blocs de construction. Puis avec 1200 blocs, vous devriez avoir une belle maison. Je peux te faire un chalet, un château, une tour. Ça n'a pas la valeur pour quelqu'un autre. Autre point, c'est techniquement, l'ensemble des RICEF sert à combler des processus d'affaires, donc des besoins qui sont utilisés par la clientèle ou des services à utiliser. Mais RICEF étant une stratégie de travail, j'ai 50 processus d'affaires. Et pour y arriver, je crée 1350 RICEF, par exemple. Fait que si on prend un exemple propre à la SAQ, un processus, c'est émettre un permis de conduire Émettre un permis et de permettre une plaque d'immatriculation, mais peut-être que pour arriver à... J'ai juste processé, là, mais... Non, mais pour arriver à livrer, il faut que les informaticiens programment sans RICEF pour Exactement. permettre au système informatique de faire ça. Donc, ce que vous dites, c'est si j'ai 200 RICEF de réaliser, même si je sais que j'en ai besoin de 100 pour mon permis de conduire puis 100 pour mon immatriculation, ça ne veut pas dire que s'il y a 200 RICEF de réaliser, je suis capable de livrer un permis de conduire et une immatriculation. Je peux aller même un peu plus loin. On fait la liste des services, émettre un permis, vérifier les contrôles routiers, émettre remisé, déremiser. Si on affine, on a encore plus de services. Bien, j'ai une stratégie pour répondre à ces 150 services-là, ou ces 50 services par 1300 RICEF. Mais si j'enlève un service, un besoin, je ne veux plus. Là, je prends un exemple totalement Tout à fait, là, fictif. pour y badger. Je décide que je ne remise plus, je ne déremise plus.
mais que je Vous change êtes ma plus ce stratégie. service-là, là. Ouais, on l'enlève. Ouais, on a plus de Mais service. que je change ma stratégie de composant parce que j'ai un des éléments du RICEF. Je vais prendre l'élément E qui était mon fétiche, parce qu'il y a le plus de risques. Je le trouve trop complexe. Au lieu de créer 5 RICEF, ben, je vais en le faire en 50 RICEF. Parce que c'est ma nouvelle stratégie pour simplifier ma solution. Ben, j'ai coupé 2 services qui contenaient peut-être 45 services. Mais je viens de rajouter fictivement 45 RICEF. Ça revient au même chiffre. Fait que, Mais je n'ai plus les mêmes services que j'avais d'annoncer initialement. est-ce que je traduis bien si je dis que la portée d'un projet informatique est définie en termes de processus et non pas en termes de RICEF? Que je peux ajouter des RICEF, mais je n'aurai pas plus De réponse de au réponses. processus. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, pour aller voir, vous, si les nombres de RICEF réalisés qui étaient dans la reddition de compte étaient effectivement réalisés, vous alliez chercher de l'information où? Oui, là, j'avais plusieurs outils. Parce qu'on voulait tout synthétiser dans un seul PGU unique pour simplifier. On se rappelle qu'il y avait SGPE qui travaillait tout ce qui était feuille de temps et effectif, que je n'exploitais pas. Je devais regarder dans l'outil Azure DevOps pour voir tout ce qui était les RICEF, mais aussi l'état d'avancement de chacun de ses composants. Il y avait aussi des éléments dans Solman, qui s'appelle Solution Manager, qui, lui, contient l'ensemble des éléments de processus, mais aussi la documentation qui est censée soutenir ces 10 RICEF-là. Et j'avais aussi un élément de gestion d'incidents, qui gérait les anomalies aussi, qui était dans un autre composant SAP extant. Donc, je me ramassais à fouiller dans plusieurs endroits, en plus du dossier SharePoint du bureau de projet. Fait que ça a complexifié un peu la tâche pour essayer de dénouer tous ces chemins-là. OK. Mais concrètement, là, pour savoir comment avance la réalisation d'un RICEF, pourquoi vous allez voir quoi? Moi, je regardais premièrement Azure DevOps parce que Azure DevOps, ce qu'il faisait, c'est que, mettons, un RICEF pouvait être segmenté en 5 ou 6 histoires. Donc, je regardais l'état d'avancement de chacune des 6 histoires. Mais je regardais aussi l'état des reworks, le nombre de reworks, la date de fin estimée. Parce qu'il faut se dire, il y avait quand même un grand nombre de métadonnées dans le système. Je regardais l'état de la documentation du processus pour créer un RICEF, qui était dans ce que je parlais tantôt de le Solman, donc Solution Manager. Et on se rappelle que ça arrive beaucoup plus tard dans le processus car les tests ont été réalisés à partir de l'été 2022. Mais je regardais aussi l'état des projets, l'état des composants, selon le nombre d'incidents qui étaient réglés, donc leur état global de la solution. Donc, la documentation des histoires, là, je comprends, une histoire, dans le fond, c'est ce qu'on doit faire pour réaliser un RICEF. Vous alliez le voir c'est dans quel type de plateforme ou de document on va voir ça? Ironiquement, dans un peu tout ce que je viens de vous dire. Pour avoir le portrait global, c'était dans tout ça. Pour avoir une vue sommarisée, c'était Azure DevOps. Parfait. Donc, dans la revue sommarisée, vous alliez voir quoi? J'allais voir le nombre de RICEF, le contenu, les dates estimées, combien il y avait de rework, parce que généralement, il y avait quand même une planification du nombre de rework. De mémoire, je regardais essentiellement ça. Puis, on ne se le cachera pas, on voyait beaucoup d'autres histoires et beaucoup d'autres RICEF s'étirer en plusieurs éléments. Ben, j'essayais d'identifier lesquels qui étaient à risque, qui pouvaient aussi encore s'étirer. OK. Mais vous, grosso modo, quand vous validiez la reddition de compte qui était faite, puis ce que vous trouviez comme avancement des RICEF dans le système, c'est quoi votre appréciation de la concordance? En fait, je vais avoir 2 réponses. Premièrement, les RICEF, la reddition de compte était conforme à la journée de fermeture de fin de cycle à 2 heures de l'après-midi. Les chiffres concordaient. Par contre,
ce que je faisais aussi, c'est que je l'ai mentionné tout à l'heure, je crois. Je faisais une extraction une semaine avant, quelques jours avant, puis la journée même et la journée après. La journée avant, une semaine avant, je pouvais voir des écarts importants de l'ordre de 25 à 50 de pourcentage d'avancement sur l'ordre de 3 mois. Donc, on devrait s'attendre à des chiffres importants. Quelques jours avant la livraison, on pouvait voir un écart de l'ordre de 85 à 90 de ce qui est ouvert et ce qui est fermé. La journée du rapport qui est soumis en haut à la haute gestion, je ne dis pas que tout était vert ou whatever. La journée même, j'avais l'extraction et le rapport donnait la même valeur. Et 2 jours après, lorsqu'on démarrait un nouveau cycle, on créait des reworks, donc c'est-à-dire la spécification qui venait d'être fermée, se réouvrait pour recréer ou retravailler sur le même DIRA-ICF. Et il perdurait, donc il n'était pas vraiment terminé à ce qu'on en compte. Mais par contre, dans la comptabilité, il était présent, il était correspondant au chiffre qui était annoncé dans Azure DevOps. Donc, si je comprends bien, dans le jour de la reddition de compte, dans le logiciel de gestion de projet, un RAICF est indiqué comme terminé, mais le lendemain ou le surlendemain, il pouvait être réouvert et retravaillé. Exact. Donc, il n'était pas vraiment terminé. Donc, il n'était pas vraiment terminé. Parfait. Si on fait un saut à l'été 2022, Oui. si on fait un saut à l'été 2022, à ce moment-là, quel est votre mandat précisément à vous? Bien, à l'été 2022, on est à la fin du projet. Il faut se rappeler que ce qui était prévu, c'était une mise en service de sa clique pour janvier 2023, donc au début de l'année 2023. Donc là, on était à la fermeture des éléments, la fermeture du contenu. Donc là, c'était la grande étape de test de la solution. Puis, quels sont les résultats des essais ou des tests à ce moment-là, selon ce que vous avez pu constater? Moi, mon mandat, c'était de vérifier, puis je vais répondre à... Le commentaire de Daniel, c'est là, Vincent, ça va-tu marcher, cette patente-là? Ma réponse, c'était si les tests sont tous concluants, on a une 2 points, on va y revenir plus tard, mais on avait une L2.5 qui était créée, le contenu était tassé. Si on a une qualité, si les éléments sont livrés, si les tests sont cohérents, ben peut-être que la solution va marcher pour le citoyen. Mais c'est là qu'on va creuser la solution. Ben tout le long de l'été, on voyait qu'en moyenne, les gens qui faisaient les tests découvraient plus de 100 anomalies, on parle d'anomalies critiques, quotidiennement. Puis c'était des éléments assez critiques. Rappelez-moi la date, là, à peu près. On parle de l'été 2022 environ. 2022. C'est là que les tests ont commencé, puis ont perduré tout le long de l'automne, avant de dire, bon, ben on s'en va en mise en production, donc, ben il faut retirer les effectifs pour les préparer à une mise en prod, donc on ne fait plus d'essais. Donc, toute cette période-là d'essais, les gens trouvaient plus de 100 anomalies critiques par jour, mais les équipes de développement arrivaient à en régler environ 30 à 40 par jour quotidien. Donc, c'est pas compliqué à faire des mathématiques, ils n'y arriveront jamais. Je répondais toujours à Daniel au début. On parle de l'été, donc on parle de juin, août, septembre. Ben, techniquement, si ça commence à se tarir, s'ils mettent une rigueur dans la qualité, il devrait avoir moins d'anomalies, ça devrait se résorber, puis ça devrait aller un petit peu mieux. Puis c'est là qu'ils ont annoncé que oui, je pense qu'on va aller en production. Ils ont annoncé. Mais vous dites là, que les anomalies s'accumulent, là, parce qu'il y en a 100 qui arrivent par jour, puis on en traite 30 à 40. C'est quoi le maximum d'anomalies que vous avez pu voir accumuler? Là? Le maximum que je me non rappelle, réglé, là, on s'entend? Le maximum d'anomalies non réglées. Donc, il faut s'entendre qu'il s'en est réglé beaucoup, puis s'en est activé beaucoup. Mais le bassin d'anomalies non terminées, que je me souviens, minimalement était de 1200. Donc, on avait un bassin de comportements non souhaités qui sont dommageables pour les services,
actifs de plus de 1200 anomalies, donc c'est ce qu'on appelait des bugs. Puis on est rendu à la croisée des chemins. Il continue à en sortir. On n'est pas encore prêt. Et on annonce, on va aller en prod, on va commencer à arrêter de faire des tests, puis on va se préparer. Ça signifie le retrait des ressources, comme je mentionnais. Et donc, c'est quoi l'ambiance au sein du projet CASES-QClic que vous avez pu constater, vous, à l'approche de la mise en service de la L2, de la livraison 2? Bien, premièrement, ça devenait très difficile d'avoir accès à de l'information ou de faire parler les gens. Il y avait une effervescence. On réussi à rencontrer les gestionnaires, rencontrer certains éléments, mais on voyait qu'il se passait quelque chose. Les gestionnaires ont eu comme mot d'ordre d'exiger du temps supplémentaire au staff, de travailler les fins de semaine, donc de faire travailler les équipiers. Et il était exigé qu'ils aient un droit de réserve de gestion, c'est-à-dire exiger à votre staff du temps supplémentaire obligatoire. C'est votre devoir. Et si vous ne le faites pas, je vais mettre quelqu'un à votre place qui va le faire. C'était quelque chose qui m'a tellement marqué au niveau de la gestion. Il y avait cette effervescence-là. Étant pas gestionnaire, je ne vois pas à quel point ils ont pu se sentir, mais c'était assez impressionnant. Puis au niveau des équipiers, au niveau du staff, donc là, je ne fais aucune discrétion, que ce soit un interne, un externe. On parle des gens qui réalisent la solution. L'équipe projet. Pour moi, c'est tous des informaticiens. Je voyais des gens épuisés, des gens exténués. Tu voyais qu'ils travaillaient beaucoup. Ça devenait en plus difficile de les voir. Ils faisaient beaucoup de télétravail. Puis ce qui m'a le plus marqué, puis là, on est rendu autour de octobre, novembre 2022, donc on commence à annoncer qu'on s'en va en prod. L'information que j'ai réussi à avoir, c'était souvent des bruits de corridor, la machine à café. Quand j'ai croisé deux testeuses, deux personnes qui faisaient les tests, puis que j'en ai croisé une en pleurs, premier réflexe, elle parle de CASA, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis qu'elle a dit à sa collègue, j'en reviens pas, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Il n'y a rien qui va marcher. Je suis épuisé. Je peux pas vous dire le nom de la ressource, là. On s'entend, c'est des bruits de corridor, c'est de l'information, c'est de la structure. La solution ne marchera pas, puis je vais avoir ça à supporter ça après. Okay. Là, ça m'a frappé. On se rappelle du contexte, plus de 1200 anomalies. On vient d'annoncer qu'on s'en va en prod. Les ressources, donc, vont être désallouées à ne pas faire les tests, à aller ailleurs. Donc, préparer toutes les procédures pour aller en mise en prod. Là, Daniel, il me repose la question. Bon, là, on est à l'orée des chemins, là. Je veux pas faire les systèmes d'alarme. Puis si je dis qu'il y a un problème, puis qu'en plus, ça marche, je vais avoir l'air fou. Vincent, tu m'as toujours dit s'il y avait de la qualité, ça allait marcher. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas compliqué, Daniel. T'aimes ça, les images? Je vais te donner une image. On va assister au grand feu l'Auto-Québec. C'est quoi ça? Ça va péter de partout. C'était ça, mon... Tu sais, on s'entend, mes collègues, ils voyaient les projets, ils voyaient l'argent. Moi, je disais, s'il arrive à avoir de la qualité, on va réussir à avoir quelque chose. Mais là, tous les éléments me laissaient à part présager que ça ne marchait pas. On ne pouvait pas dire à quelle ampleur ça allait ne pas marcher. Ça aurait pu être beaucoup moindre ou pire. Mais une chose est sûre, le monde savait sur le terrain, avec ce que j'avais vu, qui se passait de quoi. Puis les chiffres avec les anomalies, les incidents, les reworks, la L2.5 tassée, le fait qu'on ne faisait plus de tests, ne pouvait pas arriver à autre chose. Je vous suggère qu'on continue demain matin parce que vous nous avez donné l'indication le 5h, 5h30, là, mais je ne voudrais pas exagérer. C'est un bon moment pour changer. Vous nous laissez sur les grands feux d'Auto-Québec. Oui. Parfait. Alors, merci à tous de vous être rendus disponibles. Nous, on va continuer demain. Je tenais à ce qu'on vous commence aujourd'hui parce que vous avez attendu, je le sais, une bonne partie de la journée. Merci à nos techniciens, constables spéciaux qui sont là pour nous soutenir. Alors, merci à tous. Puis,
demain, horaire régulier, 9h30. Tout à fait. Parfait, Mme la greffière, merci. Pardon? Oui, j'ai oublié. Vous pouvez vous asseoir. Bien, comme vous êtes présentement, là, vous appartenez à la commission là, en tant que tel. Vous êtes sous interrogatoire. Il y aura également un contre-interrogatoire de partie. Alors, je fais une ordonnance. Alors, mon ordonnance, c'est il vous est interdit de parler de votre témoignage avec qui que ce soit. J'entends médias, etc. Écoutez, je voulais en parler à votre épouse, ça restera chez vous, là. Mais vous ne serez pas en bris d'ordonnance, faites-vous-en pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Parfait, merci. Et ça, c'est pour protéger l'intégrité de votre témoignage. Pourquoi je fais ça? D'accord? Merci.